Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous remercions les organisateurs de ce colloque, Dominique Charpin et Antoine Jacquet, de nous avoir invités à y participer. Et nous allons vous présenter la correspondance de Jules Aupert conservée à l'Institut. Elle ne forme pas une unité, elle se compose de 81 lettres reçues par différents correspondants, ce qui donne une vision assez kaléidoscopique de la vie de Jules Aupert et de ses préoccupations. Elle s'étale sur une cinquantaine d'années, de 1848 à 1899, avec, comme vous le voyez, une concentration sur les 20 premières années. La répartition des lettres entre les correspondants est très inégale. Les lots sont probablement incomplets, parfois très dispersés dans le temps. Certains événements de la vie d'Aupert font l'objet de plusieurs missives à des destinataires différents, tandis que d'autres n'apparaissent absolument pas. Le contenu même de notre communication, en raison du sujet imparti, va nécessairement recouper d'autres présentations. Nous allons d'abord vous présenter les principaux destinataires des lettres de Jules Aupert, puis les débuts de sa vie professionnelle à Laval et lors de sa mission en Mésopotamie. Après son retour en France, les sujets qui reviennent le plus souvent sont la recherche d'un poste académique, les problèmes de publication et les discussions scientifiques. En revanche, sa vie personnelle apparaît très peu. Alors, rapidement, les différents dossiers. Le plus gros dossier comporte 23 lettres et il est adressé à Félix ou Félicien de Saucy et il couvre 23 années. Ce dernier est archéologue de la Bible et numismate. Parmi les lettres les plus anciennes, un lot de 13 lettres s'étalant sur une douzaine d'années sont adressées à Jules Moll. Elles concernent pour l'essentiel l'expédition en Mésopotamie et donc on va avoir l'autre aspect de ce que Nicole Chevalier nous a présenté ce matin. Le groupe de 10 lettres adressé à Alfred Maury est le plus dispersé dans le temps. Le sujet principal concerne les postes d'enseignement convoités par Jules Aupert. Alfred Maury s'est consacré à l'étude de l'archéologie, des langues anciennes, de la médecine et du droit. La correspondance avec Joachim Menant, 13 lettres, est plus tardive et couvre en fait que 4 années. Elle s'achève par une dispute sur l'ouvrage qu'ils sont en train de préparer. Un petit lot de 7 lettres s'étalant sur 17 ans appartient à la correspondance avec l'égyptologue Gaston Maspero, et on va en entendre plus tout à l'heure. Les échanges avec Léon Euzé se résument à 3 lettres de la main de Aupert, qui se situent alors que celui-ci est plus âgé, il a plus de 60 ans. Léon Euzé est enseignant à l'École des Beaux-Arts et directeur du département des antiquités grecques et romaines, qui intègre à l'époque aussi les antiquités découvertes en Mésopotamie. C'est lui qui crée en 1881 le département des antiquités orientales. Euzé envoie à Aupert ses copies d'inscriptions qui figurent sur des statues et Aupert lui propose des lectures. Un lot de 7 lettres, enfin, est adressé à Henri Cordier. Ces courriers s'échelonnent sur une dizaine d'années vers la fin du siècle. Henri Cordier est linguiste, historien, ethnologue et se passionne pour l'Extrême-Orient. Les courriers d'Aupert abordent divers sujets, mais en particulier les relations avec la Société de géographie. La plus ancienne lettre que nous ayons trouvée est adressée à Saulcy. Elle date de 1848. Aupert n'a pas encore 23 ans et il prend contact très respectueusement avec l'académicien qui a presque 20 ans de plus que lui. Il est en train de consolider ou de constituer son réseau parmi les savants français, puisqu'il indique qu'il a également écrit à Adrien de Lomperrier, qui est conservateur des antiques au musée du Louvre, et à Jean-Antoine Le Trône, professeur au Collège de France. Il mentionne aussi Eugène Burnouf, indianiste et lui aussi académicien. Aupert, à ce moment, demeure à Laval. Il tente de travailler comme il peut à la bibliothèque départementale, donc la bibliothèque de Mayenne, mais il est occupé jusqu'aux vacances parce qu'il est professeur de lycée. Il enseigne l'allemand et l'anglais. Dans la première lettre qu'il écrit à Jules Moll, en 1849, il avoue qu'il s'ennuie, loin du milieu académique parisien, et il s'adresse à Jules Moll en tant que secrétaire de la Société asiatique pour pouvoir emprunter des ouvrages sur le sanskrit qu'il voudrait pouvoir lire et étudier à Laval. En 1850, Jules Aupert quitte Laval pour enseigner l'allemand au lycée de Reims. Mais en fait, il va s'absenter très vite puisque le 8 août 1851, l'Assemblée nationale vote donc les crédits pour l'expédition scientifique en Mésopotamie. Et cette expédition scientifique est au cœur de la correspondance avec Jules Moll, qui, expatrié comme Aupert, a fait une brillante carrière et occupe alors la chaire de persan au Collège de France. Moll représente un modèle pour lui.
Et Oppert commence toutes ses lettres par « Cher monsieur », traduit en français. Ces lettres, effectivement, sont en allemand, dans une écriture qui est parfois difficile à lire, et sur du papier relativement transparent. Vous en avez un échantillon à l'écran. Elles ont donc été déchiffrées et lues par Emma Peel. La mission de Mésopotamie et de Médie est conduite par Fulgence Fresnel, comme on l'a appris ce matin, ancien consul de France à Djeddah et grand ami de Jules Maule. Toutefois, c'est dans un courrier à Alfred Maury que nous percevons l'ambiance qui régnait entre les missionnaires dès le début de l'expédition. Déjà un mois après le départ, en novembre 1851, l'équipe est en quarantaine à Beyrouth. Oppert décrit le conflit générationnel avec Fresnel, qui réprimande ses jeunes compagnons sur leur manière de se tenir à table devant le patriarche de Jérusalem avec lequel il voyage. Fresnel est un épicurien et des crédits conséquents sont partis dans le matériel de cuisine et les domestiques, aux grandes dames d'Oppert qui aimeraient partir le plus vite possible sur le terrain, comme il l'exprime. Pendant le voyage, on est condamné à une inactivité forcée, aussi pénible presque que les travaux forcés. Chacun fait pourtant des efforts. Je suis furieux, et il s'aperçoit un peu. Alors il me veut apprivoiser, en me servant un dîner avec une prévenance particulière, comme un chien auquel on donnerait à manger pour qu'il n'aboie pas. Nous sommes du reste dans les meilleurs termes possibles. Dans les lettres envoyées au printemps 1852, Oppert retrace leur démarche pour pouvoir commencer le travail avec un budget qui est déjà bien amputé. Pendant leur séjour à Mossoul, Oppert a copié quelques inscriptions et a fait des estampages à Kuyunjik avec Thomas. Il relève par exemple le bas-relief d'un pont à Gézidé, qu'Oppert date du XIIe siècle. En avril, alors à Bagdad, Oppert attend les autorisations pour se rendre à Ctésiphon et à Hilla, capitale de la province de Babylone, pour enfin commencer les fouilles. Oppert revient sur le différend qui l'oppose à Rawlinson. Monsieur Rawlinson m'a pillé depuis la page 1 jusqu'à la page 70, où il ne peut ne pas me rendre justice sans me nommer. Ces corrections n'existent pas même pour la plupart, et sa traduction latine interlinéaire se traduit drôlement en anglais. Mais le savant britannique lui a rendu visite à Mossoul, et il s'est excusé d'avoir écrit dans un ouvrage des choses erronées le concernant. Depuis, ils sont bons amis et passent souvent des soirées ensemble. Les fouilles à Babylone débutent le 15 juillet. Thomas accidenté, comme nous l'a expliqué Nicole ce matin, Oppert prend la direction des opérations avec 90 ouvriers sous ses ordres. Dans une lettre envoyée depuis Hilla au début de l'automne 53, Oppert chiffre toutes les dépenses. Ménage, serviteurs, cuisine, valets, écuyers et portiers, sans parler des friandises que le chef se fait envoyer. Il n'a plus d'argent pour mener les fouilles, qui sont à l'arrêt. Le budget de 70 000 francs a déjà été dépassé de 20 000 francs, et Oppert demande à ce qu'une rallonge soit votée afin de poursuivre le travail. Ces découvertes font pâle figure à côté de celles de Rawlinson, dont nous avons aussi entendu parler tout à l'heure, qui a trouvé effectivement une longue liste de signes cunéiformes à Ninive, avec leur explication, ainsi que de nombreuses briques inscrites. Oppert visite, comme l'a dit Nicole aussi, sur ses propres deniers, à Kharkouf, Babylone et Nippur. Les relations avec Fresnel se sont envenimées, et celui-ci lui a envoyé depuis Bagdad une très longue lettre que Homère résume un peu ironiquement ainsi : « Je suis diabolique, plus méchant que jamais ». Il s'est lancé dans des recherches en géographie historique et prépare des cartes dont il précise les tracés. À la veille de son retour en Europe, il s'est encore disputé avec Fresnel sur les modalités du transport des antiquités et l'argent à avancer pour cela. Il part contre l'avis de celui-ci, déclarant avoir terminé sa mission et à avoir à peine de quoi rentrer. Oppert de retour à Paris en juillet 1954, Moll déplore l'arrêt par le gouvernement français des fouilles de place à Khorsabad. Après la perte des antiquités qui ont sombré à Bassora et la mort de son ami Fresnel, Moll se désintéresse désormais de la Mésopotamie. Une grande partie de la correspondance d'Oppert après son retour en France concerne ses difficultés professionnelles pour trouver un poste fixe. Et il écrit à ce sujet en particulier à de nombreuses reprises à Félix de Saulcy,
qui est pour lui un appui politique important, parce que Saulcy séjourne souvent à la cour de Napoléon III, à Compiègne, à Fontainebleau, du fait que son épouse est dame d'honneur de l'impératrice Eugénie, même si elle ne figure pas sur le tableau de Winterhalter. En 1859, Jules Aubert, depuis 2 ans, est chargé de cours de sanskrit et de philologie comparée à l'école des langues de la Bibliothèque impériale, qui est devenue aujourd'hui l'INALCO. Il y subit des vexations parce qu'il n'est pas professeur. Mais il souffre surtout de l'instabilité de sa situation professionnelle et il demande à Saulcy d'exposer à l'empereur ou au ministre sa position très précaire. Lui-même, en 1863, écrit à l'empereur pour solliciter un cours de philologie comparée où il pourra, écrit-il, exposer pratiquement le zend, le perse, faire des cours sur les langues italiques et enfin faire du sanskrit. Il obtient ce poste l'année suivante, en 1864. Pendant ces mêmes années, il ambitionne un poste au Collège de France et il candidate plusieurs fois. La première fois, en 1861, il s'agit d'une chaire de langue hébraïque, chaldéique et syriaque, et comme il le prévoyait, c'est Renan qui est élu. L'année suivante, pour une chaire de sanskrit, Aubert commence par candidater, puis se retire en faveur d'un des candidats, Philippe-Édouard Foucault, qu'il recommande à Félix de Saulcy. Foucault est finalement élu, mais par la suite, Jules Aubert critique Jules Moll et Ernest Renan, qui ont voté pour un autre candidat, de la façon suivante. Avec toute la philologie comparée des langues sémitiques, M. Renan peut mourir de faim en Syrie s'il ne sait pas demander à manger aux Arabes. Aussi, M. Moll ne fait-il pas, par prudence, de philologie comparée quand il explique Firdoussi. J'aurai justement ces mêmes personnes sur le dos quand on discutera du prix biennal. Ici, il fait allusion au prix biennal de l'Académie de 20 000 francs, qu'il obtient quelques mois plus tard par 16 voix contre 14 à Auguste Mariette. Mais le prix devait être ensuite confirmé par les 5 académies, et Jules Aubert a dû rendre visite à tous les académiciens, il dit l'avoir fait, et le vote lui a été finalement favorable. En 1864, nouvelle candidature au Collège de France, cette fois-ci sur une chaire de grammaire comparée. Alors, pour les élections au Collège de France, les professeurs devaient désigner 2 candidats. Cette fois, pour protester contre la révocation d'Ernest Renan, ils font savoir leur mauvaise humeur en votant pour Adolphe Régnier, qui ne s'était pas présenté et qui était un orléaniste, vote qui ne pouvait donc pas être accepté par l'empereur. Alors, au premier tour, ce candidat obtient la majorité, Aubert est deuxième et Michel Bréal bon dernier. Mais quand il s'agit de voter pour le deuxième candidat, le report de voix se fait en faveur de Bréal et Aubert se retrouve encore deuxième. Il se dit victime de la plus ignoble intrigue et il est tout à fait conscient des enjeux politiques car il dit, je cite, que ce vote n'est qu'un moyen d'embêter le gouvernement. En 1867, il pense se présenter à une chaire d'hébreu au Collège de France. En fait, le Collège des professeurs est consulté pour la création d'une chaire d'épigraphie et d'archéologie orientale. Le nom d'Aubert est avancé, mais finalement, il se désiste et la chaire n'est pas créée. En 1868, il écrit à Madame de Saulcy, car un poste est vacant à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et il lui suggère d'intéresser des personnes influentes à sa candidature. Il se présente, mais comme il l'anticipait, c'est le médiéviste Alphonse Huyard-Bréol qui est élu. La même année, il envoie à différents correspondants des lettres indignées, car Joachim Menand a demandé et obtenu, pendant son absence, un cours d'assyriologie à la Sorbonne dans l'école des hautes études. À ces dates, ils ont publié ensemble 2 livres en 1863, mais Aubert estime que Menand ne connaît pas un seul mot d'hébreu et d'arabe, et que la science ne lui doit pas la découverte d'un principe, ni la lecture d'une lettre, ni l'interprétation d'un mot. En bref, il est très amer. Pourquoi m'enlever la seule chose à laquelle tout me désigne ? D'autant plus que Joachim Menand, lui, a une autre carrière puisqu'il est juge. Néanmoins, Menand donne en 1869 les premiers cours d'assyriologie à la Sorbonne. On sait qu'Aubert a finalement été élu au Collège de France en 1874, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1881, mais ses succès ne sont pas mentionnés dans la correspondance conservée à l'Institut. Malgré sa déconvenue concernant les cours de Menand, Jules Aubert a entretenu avec lui une correspondance fournie, souvent amicale, courtoise, et les lettres conservées à l'Institut concernent un point précis, qui est la préparation d'un ouvrage commun sur les inscriptions de Sargon, confié au libraire et éditeur Casimir Gide, puis à sa veuve Laure Gide. De multiples lettres fournissent des devis et portent sur les stratégies de recherche de subventions pour cette publication. L'histoire finit en fait par une dispute entre Aubert et Menand.
Mais ils publient quand même ensemble, en 1877, un autre livre, Les documents juridiques de la Syrie et de la Chaldée, aux éditions Maisonneuve. Alors finalement, les discussions scientifiques représentent peu de place dans les lettres d'Oppert. Néanmoins, dans l'une d'elles, il compare sa traduction de 6 lignes du prisme octogonal de Tiglath-Pileser Ier à celle de Rawlinson, de Talbot et de Hincks, ce qui correspond très précisément à l'épreuve organisée par la Royal Asiatic Society et qui est passée à la postérité comme l'épreuve donnant la date du déchiffrement de l'acadien le 25 mai 1857. Les traductions sont publiées en 1861. Celle d'Oppert était alors incomplète et ces 6 lignes n'y figurent pas. Dans cette lettre, donc, Oppert a copié le texte cunéiforme, il donne la translittération en lettres latines et en hébreu, il complète sa traduction en latin et en français et la compare aux traductions des 3 autres savants anglais. Une lettre de 1862 discute des problèmes de chronologie en essayant d'établir des synchronismes entre les données bibliques sur les rois d'Israël et les sources assyriennes. On a entendu Lionel tout à l'heure sur le sujet. Et parmi ces sources assyriennes figure notamment l'obélisque de Nimroud, c'est-à-dire l'obélisque noir de Salmanasar III, et des listes de personnes que Rawlinson nomme rois-prêtres, mais que Oppert définit plus justement comme des éponymes. Les dates auxquelles il aboutit pour le règne de Jéhu d'Israël et de Hazaël de Damas doivent être abaissées d'une 40aine d'années. Bien plus tard, il revient sur ces questions chronologiques qui le tarabustent tout au long de sa carrière, en tentant de combiner avec des données mésopotamiennes celles de Bérose et des égyptologues. Et donc, selon lui, la chronologie de la Genèse compte 86 400 ans entre la création et le déluge, c'est-à-dire 60 fois 60 fois 24. Il propose à Delsaucy des pistes pour déchiffrer des inscriptions ouest-sémitiques et il lui donne de nombreuses références aux villes de Palestine, de Syrie et d'Arabie présentes dans les inscriptions royales néo-assyriennes. Et puis, il y a ce petit bijou qui est une lettre adressée à Henri Cordier dans laquelle il fait le panégyrique de Rawlinson qui vient juste de mourir. Rawlinson était un homme d'un génie prime sautier, ce qui est encore plus rare, et avait le don de tomber juste. On peut dire de lui que presque toutes les idées qu'il a énoncées étaient vraies. Il a donné le branle à toute cette étude, plus que Hincks, qui l'a précédé dans quelques points, mais qui avait l'esprit plus irlandais et plus étrange que Rawlinson, qui était anglais et donc pratique. Les jeunes Allemands et Anglais feignent de ne pas le connaître, et un Anglais me disait même qu'il n'avait jamais lu une ligne de Sir Henry Rawlinson. Je lui répondis, « I suppose so, because if you had read them, your papers would be less imperfect than they are. » Oppert entretient ses correspondants de sa vie professionnelle, mais il évoque très rarement sa vie personnelle. Sa famille est assez peu présente dans ses lettres. La correspondance avec Saulcy mentionne en 1861 un projet de mariage en Allemagne, mais qui n'aboutit pas parce qu'il n'a pas de poste fixe. Ce n'est qu'à la fin de 1869 qu'il écrit à Ménan « Je vous annonce donc d'abord mon prochain mariage avec une jeune veuve de 27 ans, ornée de 2 petites filles. Je me suis fiancé à Breslau en Silésie et je compte me marier au commencement de l'année prochaine. » Il épouse Caroline Jaffé le 12 mars 1870 à la mairie du 7e arrondissement de Paris. De Madame Oppert, seul est conservé à l'Institut une carte adressée à Madame et Monsieur Cordier pour les inviter à venir prendre le thé. Oppert évoque peu sa santé, sinon ses problèmes d'yeux. Il fait aussi une cure actuelle à la station thermale de Bad Kissingen, là où a été prise la photo qui figure sur le programme. Et il y revient tous les ans, c'est mentionné, à partir de 1882 dans sa correspondance. Il date presque toujours ses lettres, et il indique de façon plus ou moins précise d'où il les envoie, ce qui permet de noter quelques-uns de ses déplacements, et on voit qu'il voyageait beaucoup. En particulier, il voyage souvent en Allemagne, tantôt pour raisons personnelles, tantôt pour raisons scientifiques. Il mentionne aussi un passage à Marseille alors qu'il s'embarque pour Tunis. On connaît aussi ses différentes adresses à Paris. Il habite successivement rue Taranne, une rue aujourd'hui disparue qui a été intégrée au boulevard Saint-Germain, à l'angle de la rue de Grenelle et à l'angle de la rue du Bac.
rue Mazarine. Il reste donc dans un premier temps dans un périmètre assez restreint et, on peut le remarquer, pas très loin de l'Institut. Sa dernière adresse, cependant, est sur la rive droite de rue de Sfax, dans le 16e arrondissement, où il réside jusqu'à la fin de sa vie. Sa toute dernière demeure, évidemment, n'apparaît pas dans la correspondance, mais c'est au cimetière de Montparnasse, 29e division, où il est enterré le 23 août 1905, 2 jours après son décès. Alors juste un aparté, comme Dominique le disait ce matin, on a été très très déçus de ne pas trouver une seule plaque sur un seul des bâtiments qui a été habité par Jules Aupert. Alors en guise de conclusion, Jules Aupert a aussi été un témoin de son temps et nous trouvons dans sa correspondance des allusions à l'actualité politique. Alors qu'il est à Laval, dans une lettre datée du 31 juin 1848, il s'inquiète de la santé de Saulcy et de ses collègues après l'insurrection du 26 juin qui a fait 4000 morts dans la capitale. Maintenant, cependant où les pavés de Paris sont ensanglantés par une guerre civile où tout ce qui m'est cher dans la capitale peut être atteint d'une balle meurtrière, je romps le silence involontaire et je m'empresse de m'informer de votre santé. Je vous prie de me donner bientôt, si vos affaires vous le permettent, des nouvelles rassurantes, aussi rassurantes qu'elles peuvent l'être dans les circonstances actuelles. Le 10 novembre 1869, Aupert explique à Menand qu'il travaille d'arrache-pied sur leur ouvrage commun et peut dégager du temps en n'allant pas à l'inauguration du canal de Suez. Heureusement, j'ai le malheur que les médecins m'aient défendu, comme dangereux pour mes yeux, d'aller à Suez avec les autres invités, de sorte que je puis, en dehors de mes occupations matrimoniales, m'occuper de cette affaire. En 1871, après le traité entre la France et la Prusse, entérinant la cession de l'Alsace et de la Lorraine, alors que la révolte monte à Paris pour aboutir le 18 mars à l'insurrection de la population et à la Commune, les gardes nationaux font irruption chez Aupert en son absence et saisissent ses lettres. Ils les récupèrent chez le commissaire. Et il y a un passage épique sur la visite chez le commissaire. Donc chez le commissaire de police, accompagné de Lenormand, qui l'incite immédiatement à s'enfuir à Zurich, d'où il va écrire à Saulcy. Je n'ai jamais compris comment la douleur d'un désastre comme celui de Sedan pouvait être noyée dans un enthousiasme indescriptible à l'occasion de la chute de l'Empire. Connaissant l'Allemagne et son désir de faire la paix après un mois de guerre terrible, je maintiens que le manque de révolution à Paris nous aurait conservé l'Alsace et Metz. On aurait peut-être concédé le démantèlement, car on pouvait dire aux Prussiens « Vous ne les aurez pas, car vous ne les avez pas ». Ah, quand une fois on avait proclamé la République, on avait donné à Bismarck une fameuse carte à jouer. Alors il s'avère qu'à chaque fois qu'il va à Kissingen faire des retraites, il croise Bismarck vieillissant qui se trouve dans la région. En préparant cette présentation, nous nous sommes fait d'Aupert une image un peu différente de celle que nous avions au départ, celle du premier professeur d'assyriologie au Collège de France, du savant universellement reconnu. Celle-ci correspond bien à la dernière partie de sa vie. Mais nous avons rencontré un jeune homme, puis un homme mûr, grand linguiste, se battant pour trouver un poste, une reconnaissance académique qui se sont fait quand même longtemps attendre, dans un milieu qui n'était pas à l'abri des luttes politiques. Nous avons vu un homme de terrain, voyageur insatiable, un chercheur à l'activité intellectuelle débordante, interagissant sans cesse avec ses collègues plus d'un siècle avant la structuration de la recherche en équipe. Et aussi un auteur, s'évertuant à trouver des fonds pour ses publications. Un homme au cœur d'or, comme il est écrit dans une lettre, et parfois à la dent dure, attentif à l'actualité politique de son temps. Nous espérons que cela vous l'aura rendu, comme à nous, un être humain.